Radio Flamme. Bonjour Sergueï Girnov. Oui, bonjour. Vous êtes issu de l'ENA, l'École nationale d'administration française, et vous avez également une carrière et un parcours en Russie. Qu'avez-vous fait comme études en Russie? En Russie, j'ai fait 2 écoles. La première s'appelle l'MGIMO, c'est l'Institut des relations internationales qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, qui forme beaucoup de spécialités à l'international. Les diplomates, les économistes, les personnels consulaires, les journalistes et les spécialistes de droit. Et après ça, j'ai fait aussi une école spéciale qui est une école du KGB, qui forme des espions. Même si, entre nous soit dit, le mot espion, c'est un mot presque péjoratif dans la bouche d'un ancien. Nous parlons d'officiers traitants ou d'éléments opérationnels. Espions, c'est toujours les autres, c'est les gens d'en face, c'est les méchants. Nous, on est les bons. On s'appelle les éclaireurs. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, on a écrit un livre avec Jean-Luc Rivard dans les éditions Nimrod qu'on a appelé l'éclaireur, parce que c'est ça qu'on fait, on se donne une bonne conscience et un bon rôle, et donc nous sommes les éclaireurs, et les gens qui font le même métier exactement d'en face, ce sont les espions. D'accord. Comment vit-on la vie d'un ex-espion qui est réfugié en France? Est-ce que c'est dangereux? Ça peut être dangereux, mais il faut pas exagérer non plus. Si je me balade pas boulevard Lannes en face de l'ambassade de Russie à Paris, je cours moins de risques. Par exemple, ici, je ne crains quasiment rien. Mais par exemple, quand on m'a proposé de faire une conférence à Paris-Dauphine, qui est à 400 mètres de l'ambassade russe, j'ai refusé de faire la conférence là-bas parce que c'est un peu plus dangereux pour moi. Voilà. Mais autrement, moi, je suis pas paranoïaque. Même si je dis, en fait, quand on est dans l'espionnage, il y a 2 sortes de personnes. Il y a des morts et des paranoïaques. Et donc, si on veut pas être mort, il faut être paranoïaque. Voilà. Mais moi, j'ai quitté le service en 92. Après, j'ai vécu très très bien la reconversion dans le civil. Je travaillais pour la télévision en Russie et pour le conseil à l'international. Et à un moment donné, je me suis fâché quand même avec mon ancien service et puis avec Poutine qui est arrivé en 2000. Et en 2001, j'étais obligé de me réfugier en France. Et après, c'était un peu rocambolesque parce que vous imaginez un espion russe qui a travaillé en France. Alors, vous avez parlé de l'ENA, j'ai infiltré l'ENA pour le compte du KGB quand même. Et donc après, je viens en France en demandant l'asile politique dans le pays. J'aime bien, ça vous fait rire. Non, mais on a bien rigolé, y compris avec les services, parce qu'ils se dit t'es comme gonflé, hein, parce que d'abord tu nous infiltres, et puis après tu viens nous demander la protection. Mais bon, comme j'ai bossé aussi pendant 14 ans à promouvoir la culture française et la langue française auprès de 300 millions d'habitants du RSS, j'ai quand même aussi des choses que j'ai fait pour la France, pour la culture française, pour la francophonie et pour le rayonnement français à l'étranger. Donc, vous êtes quand même culotté parce que vous avez râlé parce que vous n'aviez pas le diplôme d'espion qui vous revenait. Non, mais en réalité, si vous voulez, c'est la façade. En réalité, le service d'espionnage qui m'a fait partir tranquillement en 92, ils ont voulu me récupérer et moi je voulais plus. Et donc ils m'ont fait un chantage. Je pouvais pas rendre public cette chose puisque sinon j'allais en prison. Et j'ai trouvé le seul moyen, qui est un moyen assez anecdotique et assez humoristique, de demander mon diplôme d'espion. Et donc, bien évidemment, ça a attiré plein de journalistes, on a bien rigolé, ça a fait d'ailleurs râler le service, et donc comme ça, on est devenu un peu ennemis. Et j'étais obligé, surtout que quand Poutine est revenu, Poutine avec l'esprit du KGB, l'esprit de la police politique, donc là, je pouvais plus rester en Russie. C'est un peu antinomique, espion et diplôme d'espion, enfin, espion médiatisé. Pour le diplôme, non, parce qu'en fait, comme il y a une école qui forme des espions et comme elle délivre les diplômes, donc c'est un peu normal, même si dans la vraie vie, bien évidemment, ils nous ont montré ce diplôme pendant 5 minutes, après ils l'ont repris, ils l'ont mis dans notre dossier secret. Mais en revanche, je suis d'accord avec vous, espion médiatisé, c'est quelque chose qui est assez antinomique, mais ça peut marcher aussi, vous savez, ma meilleure couverture, c'était lorsque je travaillais à la télévision. Quand j'étais à la télévision, sous les lumières de la rampe, en quelque sorte. Donc là, ça pouvait me donner une très très belle couverture. Et maintenant, c'est une protection aussi. Parce que dans tous les métiers de l'ombre, la seule protection, c'est la lumière. Sergueï Girnov, quand on est un ex-espion, on a son avis sur la question de la retraite. À quel âge connaissez-vous le départ à la retraite pour un espion ?
vivants, je précise vivants. Les espions, c'est comme les danseurs de ballet. En fait, ça peut partir en retraite assez tôt, ou comme les sportifs de haut niveau. Sur la pointe des pieds. Ça peut partir sur la pointe des pieds à 30 ans. Donc en fait, ça peut partir à la retraite après une belle mission exécutée. Si on peut parler plus sérieusement, en fait, on a le statut de militaire, donc on doit 25 ans de service calendrier à notre service, tout en sachant que quand on est à l'étranger, par exemple sur une mission, nous avons quand même un bonus. Il y a une année sur le terrain, 3 ans pour la retraite. Et donc du coup, on peut les 25 années, si vous êtes sur le terrain, en 8 ans, en 7 ans, vous les avez faites. C'est très drôle de vous écouter parler très sérieusement et mathématiquement d'un départ à la retraite d'espion. En fait, parce que ça se calcule comme le salarié lambda. Vous savez, les espions, ce sont les militaires, les fonctionnaires. Donc voilà, c'est un service de l'État. Donc c'est comme n'importe quel service de l'État. Oui, mais moi, dans ma petite tête, je regarde les films d'espionnage, donc il y a un décalage. Il y a un décalage énorme. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les films d'espionnage, déjà, il faut retenir le téléspectateur, donc il faut lui donner quelque chose qui bouge. Donc, on est obligé de mentir. En fait, les gens du cinéma et de la télévision sont obligés de mentir. Il y a très peu de choses qui se rapportent vraiment à la vraie vie, parce que la vraie vie d'espion, c'est ennuyeux. Vous savez, on passe la moitié ou sinon 2/3 de notre temps à remplir les fiches, à écrire des papiers, et donc à la limite le métier de journaliste c'est exactement le même. La seule différence c'est que le journaliste, ce qui l'intéresse, c'est la vie des gens, le côté ouvert de la vie des gens, le côté clair, tandis que nous c'est le côté fermé, caché qui nous intéresse d'un côté, et puis nous n'avons pas la même éthique, parce que le journaliste doit une éthique par rapport aux gens qu'il interviewe. Vous ne pouvez pas me torturer. Moi, si j'étais un espion, si. Ça fait 2 fois que vous me dites ça, j'ai peur là. Non, j'ai compris que ça vous a un peu impressionné, donc j'en profite un peu. Vous avez écrit L'éclaireur avec Jean-Luc Riva. Dans ce livre, vous racontez vos débuts dans l'espionnage, recruté par le KGB. Vous avez fréquenté de drôles de personnes quand même pendant cette époque-là. Dans toutes les époques, j'ai rencontré des drôles de personnes. Vous savez, c'est assez marrant parce que à chaque fois, tout petit, j'ai rencontré tout le temps des gens super intéressants et qui sortent de l'ordinaire. J'ai eu la brioche offerte par le Premier ministre de l'Union soviétique. J'ai eu des problèmes avec mon français parce que j'ai participé à un concours linguistique de RFI, et donc après mon dossier a atterri sur la table de Yuri Andropov, président du KGB, etc., et j'ai eu qu'à 4 reprises le contact avec un certain Vladimir Poutine, y compris la première fois lorsque j'étais étudiant du MGIMO, justement pendant les Jeux Olympiques de Moscou en 1980, où j'ai eu une conversation téléphonique pendant 2 heures avec un Français. Ça a paru suspect à cette époque-là pour les autorités soviétiques. Ils ont appelé le KGB, celui qui m'a torturé moralement et psychologiquement, c'était Capitaine Poutine. Est-ce que c'est bien de lui dont vous parlez quand vous dites quelqu'un qui manque d'envergure? Absolument, tout à fait, oui, parce que 4 ans plus tard, on s'est rencontrés une autre fois sur un grand parking avant de partir dans 2 facultés différentes de l'école d'espionnage, qu'il a raté. Moi, j'ai réussi cette école, je suis très fier, et lui, il a raté cette école parce qu'en fait, au bout d'1 an, on lui a dit « Le service d'espionnage ne vaut pas de vous, monsieur Poutine, vous rentrez chez vous à Leningrad et vous restez dans le service de contre-espionnage. » Quand vous parlez, quand vous prenez la parole à la télévision par exemple ou dans les médias, vous êtes forcément écouté, traduit, épié. Oui, tout à fait. Il y a les services extérieurs qui nous écoutent, il y a l'ambassade qui nous écoute. D'ailleurs, on se croise de temps en temps avec les représentants des ambassades. Après, s'il m'écoute, moi j'aimerais bien qu'il non seulement qu'il m'écoute, mais qu'il rapporte ça à Poutine, comme ça il comprendra peut-être qu'il a fait une énorme connerie avec cette guerre et qu'il est temps de l'arrêter. Radio Flamme